ont formé spécifiquement pour l'occuper. Alors que dans le milieu postsecondaire, au cégep et à l'université, la plupart des enseignants et des profs, c'est d'abord et avant tout des chercheurs. Ce sont des gens qui sont engagés pour leur expertise disciplinaire et ils n'ont pas nécessairement de formation pédagogique. Et c'est là, je pense, que les bibliothécaires, on peut jouer un rôle important d'être des leaders pédagogiques dans notre communauté. Et on n'a absolument pas à se sentir, disons, inférieur aux profs par rapport à la dimension pédagogique parce que eux comme nous, on n'est à peu près pas formés à la pédagogie et je pense qu'il faut se former, il faut jouer ce rôle-là pédagogique et la pédagogie par rapport au numérique m'apparaît très importante. Ça, c'est un sujet, en fait, qui m'occupe, qui m'intéresse. Puis, en fait, je ne veux pas développer plus que ça. Peut-être que ce que je vais faire, si vous me permettez une petite auto-promo, j'ai fait un article avec mon collègue Rémi Castonguay l'année dernière pour une revue. C'est un retour d'expérience sur qu'est-ce qu'on a fait à l'UQAM par rapport au numérique, par rapport à la pédagogie. Et donc, qu'est-ce qu'on dit dans cet article-là? C'est qu'on gagne à repositionner la bibliothèque et les bibliothécaires comme des acteurs importants par rapport pour devenir des pédagogues de l'écosystème de l'information numérique d'aujourd'hui. Et je n'appuierai pas sur le bouton pour vous parler de ça parce que je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais m'en tenir à 3 défis de l'éducation numérique. Puis je vais terminer avec ça. Donc, quels sont les 3 défis? Je vous les nomme, puis après ça, je les développe brièvement. D'abord, il y a un enjeu de formation continue majeur pour le personnel. Ensuite, il y a un enjeu pour les infrastructures et il y a aussi un enjeu de former à la posture créatrice dans laquelle nous place le numérique. Et ça, je pense que le rapport dit peu de choses là-dessus, alors que moi, le numérique, de mon point de vue, ça nous place dans une posture de création. Et ça, c'est nouveau, je pense, pour les bibliothécaires, surtout quand on forme aux compétences informationnelles. Bon, je ne veux pas développer ce point-là tout de suite. Je reviens alors à mes 3 enjeux. Le premier, c'est quoi? L'enjeu de formation continue, en fait, il est majeur. Le rapport l'évoque à plein de moments. Très souvent, on parle toujours d'innovation. Il faut innover constamment. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en ce moment, je n'ai pas tant envie d'innover. J'ai plus envie de survivre à la COVID, à survivre à la zoomification, je ne sais pas si ça se dit, de nos vies. On est toujours par la médiation des écrans. Moi, je suis un peu tanné d'être devant mon ordinateur. J'aurais bien aimé qu'on soit dans la même salle ensemble à se parler. Mais tout ça pour dire que dans le rapport, on parle de la formation, de l'apprentissage tout au long de la vie. C'est important qu'on donne l'exemple et que si on veut promouvoir la formation tout au long de la vie, il faut se former, nous, constamment. Autre enjeu rapide, je sais que mon temps est presque écoulé, sur les infrastructures, Jean-Hugues Roy, prof à l'UQAM, qui est cité dans le rapport, dit qu'au cours des 10 dernières années, les cégeps et les universités du Québec ont dépensé plus de 270 millions de dollars pour des logiciels propriétaires. Ça, c'est un enjeu très important. Les valeurs du système d'éducation, les valeurs des bibliothèques ne sont pas celles des GAFA et des GAFAM. On a besoin de se positionner là-dessus puis de promouvoir des infrastructures ouvertes, contrôlées par la communauté, parce que, comme disait, donc si vous me permettez d'emprunter la formule de Richard Desjardins, les GAFAM veulent notre bien puis ils vont l'avoir. Donc, il y a un enjeu majeur autour de ça. Et le dernier élément, sur la posture créatrice, rapidement, j'y reviendrai, là, mais plus tard, si on a l'occasion, en fait, avant, dans le modèle traditionnel des compétences informationnelles, on montrait aux gens comment consommer de l'information, quoi consommer, quoi ne pas consommer, etc. Alors qu'aujourd'hui, avec le numérique, on n'est pas juste dans une posture de consommation, du moins je l'espère, mais il faut créer des infrastructures ouvertes, il faut montrer aux gens comment créer et se former aux licences libres pour faire des REL, ça s'inscrit là-dedans. Je m'arrête ici. Vaste programme évoqué par M. Lapointe ici, effectivement. Donc, on va avoir d'autres discussions qui vont suivre, on s'entend, mais on a déjà beaucoup de choses, beaucoup de petites graines qui ont été semées dans les esprits de probablement certains d'entre vous. Je vois que le clavardage est quand même assez actif, donc ne soyez pas inquiets. Vos questions vont être répondues ou en tout cas adressées à la fin de cette période. Mais on me signale que Ariane voulait reprendre la parole, alors je la lui cède à nouveau. Oui, donc c'est la gentillesse de nous envoyer quelques questions pour que justement on puisse se préparer un peu
à la table ronde. J'avais envie de répondre à quels éléments du rapport rejoignent le plus votre réalité et votre pratique. Donc, le premier chapitre du rapport « Apprendre au 21e siècle » nomme que notre usager change, ce qui veut dire que la bibliothèque et son personnel doivent s'adapter. Le système d'éducation ne peut plus faire abstraction de cette nouvelle réalité. Pour quiconque possède les outils appropriés et les compétences nécessaires, l'accès au savoir se fait désormais principalement par le numérique. Dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie, apprendre aujourd'hui passe donc nécessairement par la maîtrise d'outils et de compétences qui ont pris une importance nouvelle au 21e siècle. Dans les années 80-90, on donnait des cours de méthodologie de recherche pour soutenir les élèves à faire usage de la bibliothèque, principal endroit où on avait accès au savoir. Aujourd'hui, alors que l'information est au bout de nos doigts, ce sont des formations qui sont encore plus fondamentales, ce qui est directement en lien avec les compétences informationnelles. Donc, former les jeunes à être de bons utilisateurs de l'information numérique et change nécessairement la perception qu'on peut avoir des services des bibliothèques scolaires aujourd'hui. Bref, les membres de la commission de l'enseignement scolaire reconnaissent l'intérêt du numérique pour l'apprentissage, mais comme ceux de la commission de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire, ils estiment notamment qu'il faut soutenir le développement du sentiment de compétence ou d'auto-efficacité du personnel enseignant. Sinon, du côté des défis de l'éducation numérique dans nos milieux, l'école change, donc la bibliothèque change et les perceptions doivent aussi évoluer. Les défis comme bibliothécaire scolaire est d'abord de faire comprendre ce rôle, de l'expliquer à nos dirigeants, à nos usagers et à nos partenaires, en plus d'emmener dans notre réflexion une équipe de techniciens en documentation qui ont été laissés pour compte depuis le renouveau pédagogique ou la réforme de l'éducation. Il faut assumer une formation continue adéquate. Il faut assurer une formation continue adéquate pour que les services des bibliothèques puissent répondre aux besoins des enseignants. Le besoin de formation et d'accompagnement de ce personnel est urgent. Les résultats d'une enquête menée au Québec auprès de parents d'enfants d'âge scolaire montrent que les enfants ne bénéficient pas tous des mêmes outils, qu'il s'agisse d'appareils numériques ou d'accompagnement de la part de leurs parents. De plus, les résultats de cette enquête mettent en évidence l'intégration plus avancée du numérique dans les pratiques des écoles privées que dans les pratiques des écoles publiques. Nous avons un devoir de former et de donner des outils aux enseignants afin que les inégalités soient traitées au plus tôt dans l'apprentissage des élèves. L'école est désormais numérique, donc l'apprenant, désormais numérique lui aussi, a des besoins spécialisés. Il faut installer cette notion dans une culture, dans un réseau et s'assurer que les bibliothèques scolaires, surtout liées actuellement au goût du livre, donc au goût de la lecture, soient associées à l'apprentissage du numérique dans le dit réseau. Le plus grand défi est donc de changer la vision de ce qu'est la bibliothèque scolaire du 21e siècle dans les milieux pédagogiques, ainsi que les services qu'elle peut offrir. Afin de répondre à ce besoin, les bibliothécaires scolaires se sont mis en réseau de comités d'experts qui développent actuellement la bibliothéconomie scolaire par domaine d'expertise. Par exemple, le développement de collections, l'exploitation pédagogique et la médiation littéraire, les carrefours d'apprentissage, le numérique et j'en passe. Le rapport cite d'ailleurs qu'on parle dorénavant de sciences de l'information et non plus de bibliothéconomie pour désigner les programmes universitaires qui permettent de former les bibliothécaires et qu'en tant que spécialistes des ressources informationnelles, ces personnes devraient être systématiquement mises à contribution afin de développer la compétence numérique. Encore une fois, de bons propos. Donc, on a évoqué beaucoup de choses dans ce premier tour de parole. Le fait que la bibliothèque scolaire ou post-secondaire évoluait, le fait que nos professions évoluaient, que les gens devaient continuer de bénéficier de formations continues, de faire en sorte que notre positionnement change également. Donc, quand même de vastes enjeux qu'on aborde ce midi. Je vais prendre un temps pour regarder le clavardage dans les commentaires qui ont été émis. Il y avait une question qui était posée à Ariane pour savoir comment ou quels étaient les leviers qui pouvaient nous assurer qu'on développe une posture commune sur le numérique, une posture qui serait interordre. Donc, je ne sais pas si j'ai bien rephrasé la question, mais d'après vous, quels seraient ces leviers-là ou quels sont les soutiens auxquels on aurait accès pour développer justement cette posture commune-là par rapport au numérique dans une perspective qui serait interordre? Bien, justement, comme je le disais tantôt, ce serait de favoriser la collaboration entre les différents cycles de l'éducation primaire, secondaire, collégiale et universitaire afin de créer une lignée de progression des apprentissages qui soit conséquente et qui, en fond, qui soit progressive pour qu'au cégep, les élèves, en fait, pour qu'au primaire,
au secondaire, les élèves aient déjà des compétences informationnelles acquises, ce qu'ils ont déjà, mais qu'on pourrait faire plus. Puis, c'est ça, donc que ça continue aussi avec le cégep. Donc, il y a une collaboration entre les bibliothécaires scolaires du primaire secondaire, du cégep et de l'université. C'est ça, donc ça serait à mettre en place, en fait. Effectivement, donc on a bien vu le développement de votre cadre de référence pour le primaire secondaire quant aux compétences informationnelles. Alors, on suit le dossier du côté du collégial et sans doute du côté de l'universitaire également. Encore une fois, dans le clavardage, je voyais qu'il y avait un commentaire par rapport aux infrastructures libres et ouvertes. On recommandait qu'il puisse y avoir des initiatives possibles avec une organisation qui s'appelle l'ADTE, donc la référence du site web adte.ca pour ceux que ça intéresse. Et puisqu'on est au bout de notre premier tour de parole, je voulais vérifier si d'autres personnes de l'assistance voulaient émettre un commentaire ou prendre la parole. Je vous laisse quand même quelques temps, quelques secondes. Pour l'instant, pas de réaction. Alors, on va passer au deuxième bloc de notre conférence. Donc, comme Ariane le disait tout à l'heure, il y a également des questions qui ont été posées à nos panélistes. Donc, je vais aller chercher ces questions et les leur poser. Donc, première question qui va s'adresser donc à tous. Quel rôle aimeriez-vous que les bibliothèques d'enseignement jouent dans le développement et l'utilisation des ressources éducatives numériques, donc entre autres les ressources libres? Alors, est-ce que quelqu'un veut se risquer à prendre la parole sur cette question? Sinon, je vais désigner un volontaire. J'irai avec Jean-Michel s'il est d'accord, parce que je le sais très actif sur Je ce voyais que tu me domaine. regardais, là. Non. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Ben, je pourrais peut-être revenir sur le point là, que j'ai essayé de développer à la fin, sur quel est le rôle que je vois. Donc, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, on est habitué de montrer aux jeunes comment euh, consommer l'information. Mais comment créer l'information, je pense que c'est quelque chose qui est nouveau pour nous et qu'on n'a pas suffisamment pris en compte, je pense, et qu'il va falloir développer des expertises. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour un bibliothécaire d'accompagner des étudiants, des usagers, etc., à créer de l'information, à diffuser de l'information, à en partager et aussi à en créer collaborativement ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on est de moins en moins seul devant notre ordinateur. Même quand on est seul devant notre ordinateur, il y a plein d'autres personnes. On produit un document, ensuite il va être commenté, il va être rediffusé, il va échapper au contexte initial dans lequel il a été créé, il va circuler dans toutes sortes d'endroits. Comment on s'assure que le document il est fiable? Comment, après ça, on montre aux étudiants comment contextualiser l'information qu'ils ont créée pour s'assurer que le contexte initial soit préservé. Par exemple, si on a créé un document, comment s'assurer que la licence en vertu de laquelle on veut qu'il soit diffusé, repris, etc., persiste avec le document. C'est tous des enjeux qui sont complètement nouveaux. On pourrait en rajouter plein d'autres sur la visualisation de données. Donc, on dit le numérique, le nouvel or noir maintenant dans le numérique, c'est les données. Et c'est pour ça qu'on est tracé constamment dans tous les usages qu'on fait du numérique. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je ne sais pas. Est-ce que, bon, en tout cas, il y a toutes sortes d'enjeux autour de ces choses-là, mais il faut jouer un rôle de former à la citoyenneté via le numérique. Et ça, le rapport le dit. Je trouve ça super intéressant. Donc, le cadre de la compétence numérique nous place, a été développé non pas juste dans un cadre, disons, pour le travail, former des travailleurs fonctionnels, disons, mais aussi former des citoyens et des citoyennes. Donc, c'est ça, c'est toutes ces choses-là. Quelles seraient les expertises qu'on devrait développer? Moi, je n'ai pas de réponse à ça. J'ai des éléments de réponse que j'aimerais amener, mais éventuellement, je serais intéressé de vous entendre là-dessus, tout le monde, sur c'est quoi les expertises qu'il faudrait qu'on développe?
Donc, de vastes chantiers, de faire passer les étudiants et les élèves de consommateurs uniquement d'informations à producteurs d'informations. Comment est-ce qu'on peut les accompagner là-dedans? Comment on peut faire en sorte qu'ils soient sensibles à cette circulation-là de l'information, non seulement sous la forme qu'ils l'avaient prévue, mais peut-être dans différentes déclinaisons également. Est-ce que du côté de la PSDS, quelqu'un voudrait réagir à cela également? Oui, Pierre. Oui, ben, c'est sûr que nous, à notre niveau, là, la première réaction que j'ai, c'est de penser qu'il faut former nos jeunes quand au début, ils sont jeunes, puis avant de créer de l'information, on va utiliser, là, moi je pense aux tout petits là, qui commencent à utiliser le clavier, puis qui commencent à comprendre c'est quoi un catalogue, puis un site web, puis Google, puis comment faire des recherches. Puis éventuellement, on arrive à la capacité de comprendre là, comment créer de l'information. Aussi, peut-être un des écueils du libre, c'est que ça prend aussi des connaissances qui sont informatiques. Souvent, les logiciels libres sont développés par la communauté là, de personnes là, qui sont comme des bénévoles, en fait. Fait que je crois que ça a un frein là, dans l'utilisation parce que les gens ne sont pas toujours capables de s'adapter à ces logiciels-là qui sont pas toujours, qui viennent pas nécessairement avec un manuel explicatif. Là. Donc, oui, le libre, oui, c'est intéressant, c'est une avenue intéressante. En même temps, est-ce qu'il se développe autant qu'en tout cas moi, il y a 10 ans, par exemple, quand j'ai commencé à découvrir un peu cette idéologie-là de partage et du libre, là, que chaque personne peut améliorer les logiciels puis les choses comme ça, je me disais, c'est une idée fantastique, ça a un avenir extraordinaire. Puis, finalement, ce qu'on a vu comme se développer, c'est que c'est surtout les compagnies, là, les entreprises qui s'approprient un peu des parties du code du libre pour l'utiliser dans leur propre service ou programmation. Mais oui, oui, il y a quelque chose d'intéressant à faire avec le libre. Je ne sais pas, nous, en termes primaires et secondaires, là, en éducation, les logiciels libres, nous, on est déjà très contents là, du rapport éduqué au numérique, là, où est-ce qu'on encourage le numérique, l'entrée du numérique par la grande porte, l'utilisation du numérique. C'est peut-être un peu plus éloigné de notre réalité là, pour l'instant, le logiciel libre, mais nous, on se concentre à que les enseignants et les enseignantes vont commencer à peut-être plus intégrer le numérique dans la pédagogie et les apprentissages. Et puis, à un moment donné, là, nous autres, on arrive aussi en soutien. Moi, je suis déjà extraordinairement content là, que le Conseil supérieur mentionne encourage le développement des carrefours d'apprentissage, parce que c'est vraiment avec cet outil-là qu'on va développer toutes les compétences informationnelles, les connaissances, puis jusqu'à l'esprit critique. Donc, pour nous, là, c'est vraiment une avancée majeure. Moi, avant 2018, quand je parlais des carrefours d'apprentissage, en tout cas dans mon milieu, j'avais des regards blancs, là. Puis ensuite, après 2018, je sens qu'il y a une écoute. Quand je propose de parler des carrefours d'apprentissage, il y a un intérêt. Puis quand il y a même des directions maintenant qui m'abordent en disant « Moi, je veux créer un carrefour d'apprentissage dans mon école », j'ai même pu aller vers eux autres pour leur expliquer. Donc, c'est vraiment là, je trouve qu'on a fait un pas de géant, moi, depuis 2018, puis dans la bonne direction. Je pense que les bibliothèques sont plus primordiales que jamais, puis il faut continuer à faire des pas pour expliquer notre attrait, notre intérêt, puis j'ai juste le mot en anglais, notre relevance, l'importance qu'on a là, dans le curriculum. Là.
La pertinence, donc des Oui, bibliothèques, des c'est ça. bibliothécaires, des techniciens en documentation, du personnel formé pour accompagner justement cette transition-là vers le numérique et vers le carrefour d'apprentissage. Oui, Il y a beaucoup d'interventions qui ont eu lieu dans le clavardage. J'en avais échappé une concernant le rapport dont tu parlais, Ariane. Donc, une enquête dont tu parlais par rapport, entre autres, je crois, au nombre de personnels qui étaient dans les écoles. Donc, il y aurait quelqu'un qui serait intéressé à pouvoir consulter ce rapport-là ou cette enquête-là, si ça pouvait être transmis, ce serait apprécié. Il y a l'idée que, effectivement, la cohésion entre nos différents milieux, de s'assurer qu'il puisse y avoir des partenariats, des collaborations interordres, c'est quelque chose qui est appelé des vœux des participants aujourd'hui. On continue de parler d'approche éducative libre, donc la co-création, de faire en sorte que nous, en tant que professionnels des bibliothèques, on puisse accompagner les profs là-dedans, que les étudiants, les élèves soient aussi sensibilisés à la co-création. Donc, il y a quand même de belles choses qui sont ressorties. L'idée que, oui, le logiciel libre peut être, comment dirais-je, pas nécessairement facile d'approche, mais qu'on puisse peut-être partir par le besoin, la créativité, puis ensuite transformer ça en une initiative libre. Je vois qu'il y a eu le partage du rapport également sur le clavardage. À ce moment-ci, vu qu'on avait tellement une belle amorce sur les carrefours d'apprentissage, je pense que je poursuivrai dans cette voie. Donc, justement, par rapport à ces fameux carrefours d'apprentissage, d'après vous, de quelle manière est-ce que les professionnels de l'information, donc bibliothécaires, techniciens en documentation, peuvent contribuer à cette transition-là vers les carrefours, puis entre autres, en ce qui a trait à l'utilisation du numérique. Donc, est-ce que à nouveau, l'un ou l'une de nos panélistes, je vois Marjolaine, alors la parole est à toi. Oui, merci beaucoup. Alors, nous, je suis d'accord avec Pierre, le fait de nommer carrefour d'apprentissage, c'est très bien pour nous. Bibliothèque, moi j'appelle encore bibliothèque parce que je déstabilise certains enseignants qui ne comprennent pas encore le mot, mais je l'utilise de plus en plus. Le train est en marche dans certains milieux là, pour moderniser les bibliothèques scolaires en carrefour d'apprentissage. Ça se fait en partenariat aussi avec les services informatiques, les infrastructures et plusieurs autres services dans certains centres de services. Je dois plus dire commission scolaire. On a encore des commissions scolaires anglophones. Donc, le rôle des carrefours d'apprentissage, c'est bien de répondre aux besoins des apprenants et des enseignants, mais aussi de les former à l'utilisation des ressources. Et notre rôle en tant que spécialiste de l'information, c'est bien sûr de sélectionner, mais de diffuser et de former nos usagers. Donc, il faut répéter souvent ça pour que la transition se passe en douceur. Mais je voulais juste mentionner que ça se fait déjà dans certains milieux. Voilà. Parfait. Donc, pour ce développement du carrefour d'apprentissage tel qu'on le souhaite, ça prend la collaboration à la fois des services informatiques, des services pédagogiques, de la bibliothèque, de ses professionnels, des professeurs également. Donc, quand même, un vaste programme. Je vois Jean-Michel qui lève la main. La parole est à toi. Merci. En fait, avant d'aller sur le point des carrefours d'apprentissage, juste pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au logiciel libre, quand je parlais de ça tout à l'heure, c'était pas de dire on devrait former les jeunes à coder, hein. Je trouve que c'est peut-être trop tôt. Puis même au niveau universitaire, est-ce que les bibliothécaires devraient donner des cours de programmation? Bon, peut-être que ça se fait. Moi, je serais absolument pas pour décourager ça, mais je pense que dans l'optique dans laquelle on est, le numérique, c'est un monde en soi qu'il faut décoder. C'est plus ça, moi. J'insisterais plus sur le fait de décoder, c'est-à-dire comment contextualiser, comment mettre en perspective les choses, puis comment comprendre qu'est-ce qu'on a devant soi en essayant de le raccrocher à des valeurs, à des idéaux qu'on peut avoir. Et le libre, c'est un monde en soi et je pense qu'il faut pas perdre cet idéal-là parce qu'en fait, on aime beaucoup parler de diversité, mais des fois, quand on regarde c'est quoi les options ou en fait, c'est quoi finalement l'usage qu'on fait du numérique, ben, on se rend compte qu'on est enfermé
enfermés un peu dans un monde propriétaire où finalement on nous dit qu'est-ce qu'on peut faire puis qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. L'autre fois, je donne un petit exemple, c'est tout à fait bête, mais je voulais partager une bibliographie à un collègue dans Teams et là, Teams me disait non, il y a trop de texte. Merde! Je pensais que c'était moi qui pouvais l'utiliser comme je voulais, le logiciel. Mais non, le logiciel me dit « Tu peux pas, il y a trop de texte. » Comment ça, il y a trop de texte? C'est quoi le nombre de caractères qu'il y a de trop? Est-ce que je peux paramétrer ça? L'idée, c'est ça, c'est de dire est-ce qu'on a la possibilité de paramétrer les choses en fonction des usages qu'on veut en faire plutôt que d'être dans une camisole de force des usages prescrits par les gens de la Silicon Valley? Moi, c'est ça que je trouve un peu dommage. Et quand je parlais du libre, je pense que c'était de dire non pas on devrait former les jeunes à coder, mais plutôt on devrait leur apprendre à décoder, mais plus largement, on devrait avoir une réflexion sur c'est quoi les infrastructures qu'on veut mettre de l'avant. Je donne un exemple. Nous, à l'UQAM, on a, puis en fait, c'est vrai dans toutes les bibliothèques universitaires, on a développé une infrastructure ouverte qui s'appelle Archipel, qui est un dépôt institutionnel où finalement, on peut diffuser de l'information qui est produite localement. Ça, c'est une manière de développer des infrastructures qui sont celles de la communauté, qui se donnent des règles pour diffuser de l'information. Voilà. Et là, j'allais parler des carrefours d'apprentissage, mais on me dit que mon temps est écoulé. Dommage. Bon, ben, disons qu'on va quand même C'est pas grave. on va quand même te laisser un peu la parole, mais je voulais revenir sur différentes choses que tu avais ciblées. La question, entre autres, que le codage ou de montrer à coder, c'était pas nécessairement l'avenue qui était privilégiée et c'est pas non plus l'avenue qui est privilégiée dans le rapport. On parle vraiment de former les gens justement à apprendre par le numérique, à l'aide du numérique et au numérique également. Donc, de ne pas se dire qu'un cours de codage va régler le problème, mais de bien voir que c'est dans, comment dirais-je, dans la concertation et dans la refonte finalement de ce qu'est l'école ou de ce qu'est la formation, de ce qu'est l'apprentissage que la solution va se trouver. Je ne voulais pas nécessairement mettre un frein à ton mais je vois que Ariane voulait réagir également, donc je vais y aller avec Ariane, puis on va revenir à Jean-Michel après. Oui, tout à fait. Pour faire du pouce, justement, avant que Jean-Michel s'attaque au carrefour d'apprentissage, pour faire du pouce sur ce que tu as dit tantôt, par rapport à créer de l'information, c'est apprendre à écrire, en fait. Puis il existe plusieurs pratiques innovantes pédagogiques. Créer de l'information, ça relève de la pédagogie du primaire et du secondaire. Donc, c'est ça. Puis coder, c'est ça aussi un peu. Coder, c'est apprendre un nouveau langage, c'est apprendre un nouveau système d'écriture. Et les enseignants sont les spécialistes de la pédagogie. Donc, lire, c'est décoder et donc apprendre à utiliser l'information et les bibliothécaires sont en soutien aux enseignants qui sont les pédagogues auprès des élèves. Un changement de posture ici. Par contre, effectivement, du côté du primaire secondaire, le professeur est reconnu comme étant le pédagogue. Du côté du post-secondaire, Jean-Michel nous disait, en premier lieu, ils ne sont pas des pédagogues, ils sont des chercheurs, ils sont des enseignants. Peut-être qu'on pourrait davantage jouer un rôle du côté du collégial universitaire en ce qui a trait à la pédagogie. Donc, une bien vaste question, on s'entend. On n'en fera pas le tour aujourd'hui, mais je vais recéder la parole à Jean-Michel pour nous parler des carrefours d'apprentissage. Merci, Anne-Frédérique. En fait, pour poursuivre et pour revenir aussi sur ce qu'Ariane a dit, c'est vrai, apprendre à lire, c'est apprendre à coder, hein, finalement, à décoder aussi, donc à interpréter. Et ça, je pense que ça fait partie de la littératie numérique, bien sûr. Mais je ne suis pas d'accord avec l'idée que les pédagogues, puis en fait, là, j'y vais avec mes gros sabots dans un milieu que je ne connais pas. Donc, dans le primaire et le secondaire, je pense que les bibliothécaires n'ont pas finalement à céder entièrement le rôle pédagogique aux profs. Je pense qu'on a une fonction pédagogique forte, les bibliothécaires. En tout cas, moi, je constate que peut-être qu'on n'a pas le titre, mais si on regarde quels sont les types d'interventions qu'on fait avec les jeunes au quotidien, on est dans une situation d'apprentissage. Oui, on apprend, et il faut le faire, bien sûr, mais on favorise l'apprentissage. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on ne devrait pas céder le rôle de pédagogue uniquement aux profs, mais que nous-mêmes, on a un rôle pédagogique à jouer. Puis l'idée, ce n'est pas de voler ou de se substituer aux profs, mais c'est de se développer
développer en tant que pédagogue et le rapport nous place vraiment au niveau des programmes, au niveau du système. Puis c'est correct, on a besoin de concertation puis de s'aligner tous ensemble par rapport au numérique. Donc, je me réjouis que le rapport fasse ça. Mais moi, je délaisserais le côté, disons, structurel maintenant pour m'intéresser aux individus, aux bibliothécaires. Je pense qu'on ne peut, c'est pas suffisant de créer des référentiels puis de se donner des sortes de cibles, de compétences à atteindre, etc. Je pense qu'on a besoin nous-mêmes d'apprendre. Et là, je reviens sur le point de l'apprentissage tout au long de la vie. Là. On a besoin de se développer sur c'est quoi l'apprentissage, c'est quoi les théories de l'apprentissage, puis il y en a une diversité. Puis je pense qu'en tant que professionnel, on a besoin de se positionner par rapport à ça. C'est quoi ma posture pédagogique en tant que bibliothécaire? Ça, j'y Oui, tout crois à fait. énormément. Je vais t'interrompre justement, juste pour faire du pouce. Vas-y. S'en aille ailleurs. Justement, je vais revenir sur ce que je disais tantôt. Les bibliothécaires, dans le milieu de l'éducation, on est dans un milieu spécialisé, on est des bibliothécaires spécialisés, ce qui veut dire qu'on a tout intérêt, en fait, à être des pédagogues, nous aussi, pas tout à fait au même titre que les enseignants. Nous, on vient en soutien. Donc, on en est, nous aussi, mais les principaux acteurs du milieu pédagogique, ceux qui sont directement sur le terrain, on est sur le terrain aussi, mais à tous les jours, c'est les enseignants auprès des élèves. Donc, nous, notre travail, c'est pas d'enseigner à leur place, mais de justement leur faire part de ce qui peut être accompli de plus en fonction du milieu des bibliothèques scolaires. Nous, on fait partie des services éducatifs, ce qui veut dire qu'on est en complémentarité au personnel enseignant. Puis, on a un devoir de formation. Donc, l'importance de la formation, l'importance de jouer le rôle qui peut être le nôtre, dépendamment des paramètres dans lesquels on navigue. Est-ce que, Pierre, tu voulais intervenir également? Je te passe la parole. Oui, simplement pour en soutien à ce qu'Ariane dit, quand on dit qu'on est en soutien, oui, mais en même temps, on est dans les compétences transversales qui sont vraiment des compétences essentielles. Nous, ce qui est un peu étonnant, c'est que en fait, les compétences transversales au primaire et secondaire ne sont pas évaluées comme telles, il n'y a pas d'examen là-dessus, mais savoir chercher, savoir lire, savoir décoder, c'est ça qui est comme la clé, en fait, de la réussite de tout le reste de ce qu'on va entreprendre par la suite. Fait que, oui, on est en soutien aux profs, mais en même temps, je trouve qu'on a un rôle là, vraiment essentiel à jouer, primordial, puis c'est important de se l'accaparer. D'ailleurs, Ariane et ses collègues, là, eux autres, qui sont connus pour se déguiser dans les super-héros de l'information, là, ils ont déjà passé dans les journaux pour ça. Fait que, ils le font à merveille avec les jeunes aussi. Donc, de prendre la place qui peut être la nôtre et de Oui. faire en sorte qu'on soit reconnu comme étant des experts, non seulement des compétences informationnelles, mais de l'apprentissage en général et de faire en sorte qu'on comprenne que l'apprentissage se déroule tout au long de la vie et que chacun d'entre nous joue un petit rôle par rapport à ça. Oui. Encore une fois, beaucoup d'échanges sur le clavardage. On parlait des carrefours d'apprentissage aussi un peu plus tôt dans la discussion. Donc, de faire en sorte que peut-être que les carrefours d'apprentissage permettent également d'accueillir la communauté locale. Pierre a répondu que oui, on encourageait justement ces échanges avec la communauté, avec les parents, avec les intervenants culturels du milieu aussi. Des échanges par rapport à la programmation. Donc, vous pourrez aller voir les liens qui ont été soumis par différentes personnes. Un commentaire également de Marie-Hélène Charret. Jean-Michel a mentionné que seuls les enseignants ont un brevet pour s'appeler des pédagogues. Alors qu'on dit des bibliothécaires qui doivent jouer un rôle pédagogique, il faudrait bien distinguer le rôle pédagogique et le rôle de formation et d'accompagnement, donc une façon autre de présenter les choses. Je ne sais pas si, Jean-Michel, tu voulais réagir à ça? Je pense que ça, c'est une distinction que moi j'entends souvent. Eux, c'est des profs, ils enseignent, nous, on est des bibliothécaires, on forme. Comme si c'était deux univers qui étaient proches l'un de l'autre, mais que moi, ce que j'aime pas là-dedans, c'est que j'ai l'impression on est trop modeste. On veut trop se confiner dans un espace restreint en disant « Moi, je viens juste en soutien. Tiens, si tu veux, je peux ouvrir la lumière. Moi, je suis en soutien. » Ça, je trouve ça plate un peu. Je pense qu'on peut être ambitieux puis de se revendiquer comme pédagogue de plein droit. Et je pense qu'on peut vraiment des pédagogues puis qu'on peut assumer ça. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de pousser dans notre milieu, qu'on soit des pédagogues de plein droit et qu'on ne soit pas juste en soutien.
Bref, juste revenir sur un élément que j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de coder, décoder. Je suis un bibliothécaire, je montre aux gens comment citer leurs sources, donc je vais vous donner les miennes. Quand j'utilise la notion de coder, décoder, je fais référence à l'introduction de ce livre-là qui s'appelle Culture numérique de Dominique Cardon. C'est un livre qui est paru en 2019 qui est vraiment excellent. C'est comme une synthèse de c'est quoi le monde numérique, hein? Et on se rend compte là-dedans que c'est pas juste des outils, hein? C'est un univers en soi et c'est une très bonne lecture que je vous invite à faire. C'est super lisible, puis ça permet il y a toutes sortes de pistes pédagogiques dans ce livre-là qui sont vraiment le fun. Donc, Dominique Cardon, un ouvrage à ajouter à notre liste de lecture. Encore dans les commentaires, on préfère le mot collaboration à soutien. Donc, c'est peut-être quelque chose à ajouter ou à permuter dans notre vocabulaire. Il y avait la question aussi des conseillers pédagogiques qui accompagnent l'exercice pédagogique chez les enseignants. Donc, on est finalement une belle équipe autour de l'apprentissage et on a chacun nos forces et nos compétences. Donc, de mettre tout ça ensemble, ça va être au profit de tout le monde finalement. Il est présentement 12h51. Il restait une dernière question officielle à poser à nos panélistes. Je me permettrai de le faire et ensuite, on ouvrirait peut-être la discussion un peu plus largement. Donc, la dernière question qui était prévue à cette table ronde est la suivante. Donc, le rapport, en conclusion, propose 3 orientations. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ces 3 orientations-là tirées de votre expérience ou de vos milieux? Donc, les 3 recommandations, les 3 orientations proposées par le Conseil supérieur d'éducation sont les suivantes. Première chose, mettre en place les conditions administratives et matérielles nécessaires à une utilisation fluide des outils numériques. Ensuite, aligner le curriculum, les apprentissages et l'évaluation. Pierre nous a déjà dit que l'évaluation était peut-être quelque chose à travailler. Et la troisième, actualiser les programmes de formation à l'enseignement et répondre aux besoins de formation continue et d'accompagnement du personnel enseignant. Donc, en quelques secondes faciles, j'aurais tendance à dire, est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous voulait prendre la parole par rapport à ces recommandations du rapport du Conseil supérieur de l'éducation? Oui, Pierre. En tout cas, moi, la première chose qui me vient en tête là, sur le premier point, c'est que oui, mettre en place là, les conditions administratives et matérielles nécessaires pour répondre aux besoins de base de la communauté d'apprenants et des enseignants, pour nous, c'est une condition essentielle. Il y a encore beaucoup là, dans les milieux là, des barrières là, dues quand on veut se protéger des hackers ou qu'on veut se protéger des virus ou qu'on veut se protéger de toutes sortes de choses. On ne peut pas bring your own device, apporter votre propre l'utilisation de votre propre téléphone portable ou pour participer à des cours en ligne ou pour faire une espèce d'enseignement interactif ou amener la pédagogie à un autre niveau où est-ce qu'on ne fait pas juste plaquer des exercices là, de manuels sur le TNI puis dire ça, on est en train de faire du numérique. Il y a moyen d'utiliser le numérique d'une façon beaucoup plus créative, beaucoup plus intéressante. Puis ça, je crois que c'est tout à développer. Puis c'est pas la faute à personne. Il faut vraiment qu'on développe une pédagogie axée et qui utilise les outils numériques d'une façon créative et collaborative. Puis ça, puis il y a plein d'enseignants que moi, je suis conscient qu'ils sont prêts à passer à ce niveau-là, mais souvent les conditions informatiques, on va dire comme ça, de l'école ou de la commission scolaire empêchent de faire le pas de plus et de rendre ça là, passionnant ou super intéressant pour les jeunes. Fait que pour moi, je vois ça comme quelque chose à développer et pas juste au niveau des bibliothécaires, mais ce serait vraiment une concertation au niveau là, de la commission scolaire au complet pour dire, ou même au-delà de ça, pour dire on veut développer un environnement numérique qui est profitable et le fun et accessible et riche pour tout le monde. Là. Donc, de faire en sorte que les conditions qui permettent ça soient mises en place. Donc, à la fois le réseau informatique, l'accès à l'Internet, la possibilité pour les étudiants, les élèves d'apporter leur propre appareil en classe, que les activités qui soient faites ne soient pas juste plaquées sur le numérique, mais que vraiment on l'utilise d'une façon qui va être créative, qui va stimuler la participation. Donc, quand même, de beaux défis devant l'école à ce moment-ci. Je vois Ariane qui veut réagir aussi. Ben oui, justement, pour faire... disons peut-être en 2 minutes. Oui, c'est ça, disons en 2 minutes. Parfait. Donc, pour faire du pouce justement sur ce que Pierre a dit par rapport à
l'actualisation des conditions administratives et matérielles nécessaires à une utilisation fluide des outils numériques. Le rapport fait mention des classes, mais j'aimerais aussi dire que tout cela justifie également la modernisation des bibliothèques, que ce soit dans l'aménagement physique comme les classes et dans l'ergonomie aussi. Donc, c'est ça, apprendre au numérique, non seulement dans les classes, mais aussi dans les bibliothèques d'enseignement. Il y avait d'ailleurs, je me permets de plugger une réalité collégiale, il y a d'ailleurs eu un bel article sur ProfWeb justement qui parlait de la bibliothèque collégiale comme le prolongement de la salle de classe. Donc, je vois que c'est un concept qui résonne également du côté du primaire secondaire. Il est maintenant 12h56. Encore une fois, il y a eu beaucoup d'interventions sur le clavardage, mais j'aimerais, pour les quelques minutes qui nous restent, ouvrir la discussion et voir s'il n'y a pas quelqu'un de l'assistance qui voudrait réagir ou poser une question directement à l'un ou l'autre de nos panélistes. Ne soyez pas gênés si quelqu'un veut se prononcer. J'aurais une question. Ben, allez-y donc. Merci. En fait, c'était pour. En fait, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. On a couvert beaucoup de terrain, puis on a encore beaucoup de choses à dire. C'est dommage qu'il faille se quitter. Mais la question que j'aurais, moi, c'est d'abord il y a un commentaire avant. Là. Je suis à l'université, je suis habitué de faire des préambules, je suis désolé. Moi, je me demande, est-ce qu'on connaît vraiment les jeunes? Parce que dans l'axe que tu nommais, il y avait l'idée de la formation continue. Moi, je me demande de plus en plus, je vieillis, n'est-ce pas? Et je me demande, les jeunes, là, par exemple, les plateformes qui utilisent TikTok, Snapchat, Instagram, moi, je ne suis pas là-dessus. Eux sont là-dessus, semble-t-il. Est-ce qu'on les connaît vraiment, leurs usages du numérique? Je pense qu'il faut les questionner là-dessus. Puis ça m'amène à la question que j'ai, c'est quoi, nous, notre univers de référence? Hein? Notez le petit jeu de mots ici. C'est quoi l'univers de référence auquel on veut les former? C'est-tu juste la bibliothèque ou c'est l'écosystème plus général dans lequel la bibliothèque s'insère? Parce que moi, ce que je pense dans le petit article que je vous ai envoyé tantôt, c'est ça un peu comment on fait pour se décentrer de la bibliothèque en tant que bibliothécaire. Il y a comme quelque chose qui touche à notre identité là-dedans, mais je pense qu'il faut le faire parce que les jeunes, eux, la bibliothèque, ils ne la connaissent pas d'emblée. Eux, ils connaissent Google, ils connaissent Wikipédia, ils connaissent quelques plateformes. Je pense qu'il faut partir de là. Puis est-ce qu'on les connaît vraiment, ces plateformes-là? Moi, pour ma part, je ne pense pas que je les connais tant que ça. Puis il y a un enjeu de connaître leur réalité avant de leur amener quoi que ce soit, me semble-t-il. Puis là-dessus, dans le rapport, là, il y avait mention d'un autre rapport qui donnerait lieu à une belle table ronde aussi. Je mets dans le clavardage, culture et inégalité numérique sur l'usage chez les jeunes, usage du numérique chez les jeunes au Québec. Les jeunes nous disent là-dedans qu'eux, ils ont déjà des pratiques du numérique, puis l'école est un peu déconnectée des usages qu'ils ont déjà. Donc, comment se rapprocher des jeunes? Est-ce qu'on le fait assez? Je ne sais pas. Je pose la question. Ça va être la question qui va nous lancer probablement vers la fin. Ariane, rapidement, si tu as quelque chose à dire. J'aimerais faire référence à une superbe présentation qu'on a eue de la part d'Amélie Lafleur dans les journées de formation de la PSDS qui portait justement sur les diverses technologies utilisées en bibliothèque, mais de nos jours pour les jeunes, mais aussi avec les jeunes. On a de plus en plus de projets qui intègrent ce genre de technologie, donc Instagram, TikTok, Snapchat, etc., pour aller les rejoindre dans les milieux qu'ils utilisent. Donc, j'aurais tendance à dire oui, au primaire, au secondaire, on connaît de plus en plus, de mieux en mieux la réalité de nos jeunes et on s'adapte aussi à leurs besoins et questions numériques, mais aussi à leur réalité. Excellent. Donc, c'est ce qui va conclure cette riche table ronde. Merci à nos panélistes d'avoir accepté l'invitation. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents. Je crois qu'on a les adresses courriels de tout le monde. Donc, je vois qu'il y a eu beaucoup d'échanges sur le clavardage. Si on a la possibilité de faire certains suivis par rapport à des questions qui ont été posées ou par rapport à des liens qui ont été envoyés via le clavardage, on essaiera de comptabiliser tout ça et de vous revenir peut-être avec un peu plus de références ou en tout cas un peu plus d'options pour continuer la discussion. J'aurais tendance à dire que nous allons clôturer sur ces paroles. Donc, encore une fois, merci à tous et toutes de votre participation. Je vous rappelle que cette table ronde était la première d'une série qui est organisée par la CBPQ en collaboration avec d'autres partenaires et que notre prochain rendez-vous, ce sera celui du 12 mai sur les fake news. Donc, j'espère que vous serez des nôtres
à cette occasion également. Je vous invite à suivre la CBPQ sur Facebook, entre autres, ou à communiquer avec nous pour tous les détails. Donc, tenez-vous au courant et au plaisir de vous revoir la prochaine fois. Merci tout le monde. Merci, au plaisir. Bonne fin de journée à tous et toutes.